Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Quand j'ai rencontré Renaud Roubaudy dans son studio de montage, à côté de Paris, nous avons bien sûr parlé voiture. Pas seulement de l'objet lui-même, mais des émotions et des rêves qu'elle transporte aussi, pourvu qu'on y voit autre chose qu'un simple déplaçoir coûteux, polluant et difficile à garer. La promesse initiale de la voiture, c'est l'ailleurs. Pas seulement celui que l'on découvre en roulant sur un ruban de bitume, seul ou accompagné, la vitre ouverte et le coude à la portière, car il suffit simplement de regarder une voiture pour sentir déjà la possibilité de partir et d'agrandir sa propre vie. Tout cela et bien d'autres choses encore, c'est ce que raconte POA, Petites Observations Automobiles, une chaîne qu'il a créée sur YouTube pour redonner à la voiture son pouvoir d'aimanter les humains qui aiment partager. Comment réenchanter l'automobile? C'est la question de la semaine. Écoutez sa réponse, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à être Roger Moore dans L'espion qui m'aimait, c'est-à-dire James Bond dans L'espion qui m'aimait, mais spécialement dans celui-là. C'est le comble de l'élégance, de toujours ce que j'aurais voulu être, c'est-à-dire il est toujours très élégant, mais surtout très détaché par rapport aux choses, même si c'est la fin du monde, il a toujours un trait d'humour. Et je trouve encore plus aujourd'hui, à cette époque où tout est quand même très dur, j'adorerais qu'on revienne un peu à cette élégance joyeuse qu'il avait. Alors dans L'espion qui m'aimait encore plus, parce qu'il a la Lotus Esprit, parce qu'il y a Barbara Bach, parce que c'est la Sardaigne. Mais toutes les références du film sont mes référents dans la vie. Alors on dirait que c'est kitsch, mais pour moi ça reste des valeurs, c'est formidable. Alors on va parler de voiture, on va parler de votre passion pour l'automobile, mais je remarque que la première occurrence, la première fois où vous parlez de voiture, c'est dans un contexte. C'est James Bond, il y a des belles femmes, il y a tout un contexte d'élégance. Est-ce que la voiture, pour vous, ça a besoin d'un contexte pour exister ou est-ce qu'elle existe en elle-même? C'est très intéressant comme question. Oui, je pense qu'il faut un contexte. A fortiori, si on veut en parler de façon journalistique ou en tout cas de le mettre en avant. Parce que en même temps, l'objet seul, c'est un autre sujet. On pourra en parler de niveau industriel, de niveau truc. Mais dans mon cas, oui, il n'y a que le contexte que je trouve intéressant pour donner une dimension à la fois pour intéresser les gens et à la fois pour montrer que c'est qu'on le veuille ou non, que ça s'inscrit dans nos vies. Il y avait je cite toujours cette phrase, mais un designer qui m'avait dit la voiture, c'est le meuble de la rue qui s'impose à vous. Même si vous les détestez, vous marchez dans la rue, vous les voyez. Donc ça a quand même une dimension qui va au-delà de l'objet. Alors, parlons contexte, parlons de votre contexte de jeunesse. Est-ce que vous êtes capable de déterminer la naissance de votre passion pour les bagnoles, pour les voitures, pour les autos, pour les carrosses? Je ne sais pas comment on peut dire. Quelle est l'origine du bagnolard que vous êtes? Moi, je suis né clairement avec ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce que très tôt, mes parents me l'ont dit. Voilà, je jouais avec les petites voitures, mais comme beaucoup d'enfants. Mais l'histoire est réelle. Hein. Je crois que l'un des premiers mots que j'ai dit, c'est Volvo. Enfin, j'ai dit Volvo, parce que ma tante en avait une. Mais ça, je suis incapable de dire d'où ça vient. En revanche, même si je jouais comme les gamins avec des petites voitures, j'avais des garages, etc., on allait très souvent en Normandie. Et mon père avait une vieille Simca que je n'aimais pas du tout. Et on rentrait souvent le dimanche soir, on était avec mes frères, on avait un chien, et on s'entassait dans cette voiture, et notamment l'hiver, c'était sordide. Il y avait la nuit tombée à 5 heures, on rentrait là-dedans, et je trouvais cette voiture en sky gris, j'avais froid, on avait 2-3 heures de route, et je sais pas, là, je conscientise pas, mais je sais pas, j'ai peut-être 7, 8, 9 ans, et je me disais, plus tard, moi, je rentrerai dans une bagnole avec du cuir qui est chaude, qui a des couleurs, parce que je trouvais que c'était triste. Il n'y avait pas de lumière, notamment. Je suis obsédé par les lumières dans les voitures. Je trouve que c'est chaleureux. Il y a un côté cocon. Et vraiment, sans le dire à personne, mais je me disais, ah ouais, un jour, j'aurai une voiture qui sera...
Et je ne comprenais pas d'ailleurs que certaines voitures italiennes avaient des éclairages verts très chaleureux. Les voitures allemandes avaient un éclairage blanc, jaune, que je trouvais triste. Mais ça touchait, il n'y avait aucun rapport à la mécanique, il n'y avait aucun rapport au design, ça touchait vraiment. C'était très affectif et les voitures je dirais pas me consolaient, le mot est trop fort, mais me rassuraient. Voilà. Et je trouvais cette voiture, je trouvais qu'elle ne nous protégeait pas, elle ne me rassurait pas. Voilà. Ça fait rêver une voiture, parce que ça Ouais. transporte, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Ouais. Oui, alors c'est ce que disent les défenseurs de la voiture, mais oui, ça fait voyager avant même de partir. Moi, je garde toujours mes clés sur moi. Même à un moment, j'avais toujours les clés de voiture sous mon oreiller, comme les mecs ont un pistolet. Parce que je me dis, je peux partir. Je trouve que c'est formidable. Moi, il y a quelque chose qu'il faut rajouter. J'étais vraiment je le répète souvent, mais dans un contexte. Mon père lisait Malraux, écoutait Bach. Il n'était pas question de parler d'automobile. Enfin, on était très ouverts, mais vraiment, c'était pas le sujet, quoi. Donc, même si ça me faisait rêver, j'ai une voiture qui a marqué. C'est la sortie de la Renault 25, je crois que c'est en 84. Je crois que je dois lire chez ma grand-mère dans le journal du dimanche tout un article qui explique que c'est la première fois qu'une voiture embarque tant d'électronique embarquée, etc. Il y a tout un aspect vraiment sur la technologie, plein de choses qui étaient inédites. Et là, j'ai trouvé un angle d'attaque, si je puis dire, pour en parler à mes proches, à ma famille et même à mes amis. Et là, dire, mais vous vous rendez pas compte, cette voiture parle, cette voiture analyse sa consommation, cette voiture, bon. Et là, je me positionnais un peu voilà, avec une dimension un peu autre. Et là, j'ai compris aussi ce qu'était la force de l'image de marque. C'est-à-dire, on peut le dire pour l'automobile, mais c'est tellement vrai pour tout. Moi, je m'étais dit, elle est géniale, cette voiture. À l'époque, il y avait plein de conflits sociaux encore, on a oublié. Et tout le monde autour de moi me disait, non, Renault, c'est de la merde, Renault, c'est caca, etc. Et là, je me suis dit, mais pourquoi alors qu'objectivement, ils offrent des tas de choses que personne n'offrait à l'époque, vraiment, hein, si on prenait la liste de tout. Et là, je me suis dit, tiens, il se joue quelque chose d'autre dans l'automobile. C'est pas juste l'objet, c'est pas juste la performance ou le comportement de la voiture. Ça raconte autre chose. Et là, j'ai commencé à creuser, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire la presse auto, voir comment on parlait de l'automobile, mais en cachette. C'était ma grand-mère qui me l'achetait. Encore une fois, mon père me disait, fais pas chier avec tes trucs. Voilà. Je souris parce que moi aussi. Bienvenue. Ça fait drôle de dire ça, on est un peu dans l'intimité du lieu, je sais pas. Mais ça marque beaucoup en fait, ça définit beaucoup de gens que je rencontre dans l'automobile, et Dieu sait si je rencontre, me racontent tous que leur père leur a donné le goût de tel modèle, voire leur grand-père, voire leur... Il y a une filiation, hein, il y a un partage d'ailleurs. Les mecs disaient, on allait ensemble au salon de l'auto. Je crois que mon père, vraiment pour me faire plaisir, on a dû aller une fois sur les Champs-Élysées, je me souviens, voir une 305 et une Ford Escort, j'étais effondré d'ailleurs. Il voulait acheter ça. Mais voilà, donc oui, ça compte. Ça compte. Peut-être parce que la voiture, on le sait ou on le sait pas, on en a peur ou pas, ça induit un rêve. Parce qu'elle amène ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui parfois peut-être fait peur aux adultes quand nous, enfants, et peut-être on est resté des enfants, on se laisse porter par ce rêve. Mais oui, mais j'allais dire, c'est la promesse initiale de la bagnole qu'on a complètement oubliée. Mais c'est l'ailleurs, vous le dites très bien. Alors après, chacun voit son ailleurs. Pour le plaisir de la discussion, je dirais même, on s'enfuit aussi. Justement, moi, dans le triptyque de départ, il y a Barbara Bach, quoi. Partir en Lotus Esprit. Moi, je m'étais toujours dit, je vais emmener la femme que j'aime. On va partir et puis on ne reviendra jamais. Et je l'ai fait beaucoup de fois. Dès que j'étais un peu amoureux, etc., je disais, tiens, on essaie de me louer une voiture, de me faire prêter une voiture. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que je vais l'emmener dans un bel hôtel? Je me disais, c'est l'ultime promesse. Et c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est complètement gommé. On vous parle d'être comme à la maison, on vous parle de connectique, on vous parle d'être assuré. On a perdu le rêve de départ, quoi. Et pourtant, il est toujours là, à la marge, mais en fait, il est toujours là. En 2008, vous avez créé POA, Petites Observations Automobiles. Comment est né ce projet à ce moment-là? En fait, moi, je ne venais pas du tout de ça. Et je m'étais mis à écrire en 2004. L'histoire est un peu longue, mais j'avais très envie de travailler dans l'automobile. Et un jour, un ami qui était rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Citizen K m'a dit, est-ce que tu veux pas écrire? C'était vraiment Vraiment, je me sentais absolument pas légitime. Bon, et j'ai commencé à écrire comme ça dans une presse qui n'était pas du tout automobile. Et comme c'était la mode des médias lifestyle, ça a bien plu. Et j'ai commencé à faire quelques papiers comme ça. Mais un jour, mon frère, qui compte beaucoup pour moi, m'a dit, c'est des conneries ce que tu écris, etc. Il me dit, je t'entends parler de bagnole depuis que tu as 3 ans. Il dit, d'abord, toi, c'est la chose automobile.
il faut que tu crées un blog. Souvenons-nous, YouTube n'existait pas, toutes ces choses-là, etc. Et il m'a dit d'ailleurs, on était à la campagne, je vais te le créer, moi. Comment tu veux l'appeler? Je me souviens très bien, il faisait beau ce jour-là. Et il est allé sur Google, il m'a créé le truc, c'était le début des blogs. Moi, j'étais très embêté parce que comme je commençais un peu à fréquenter un peu ce milieu d'automobile, je m'étais dit, je vais me faire dézinguer, je ne suis pas légitime, je ne suis pas pilote, je ne sais pas ce que c'est qu'un moteur, je ne connais rien à la technique, ça m'intéresse moyennement. Et en fait, je ne sais plus combien de temps j'ai pris, je dis, on va appeler ça petite observation automobile, comme ça on ne va pas m'emmerder. Moi, je fais des petites observations, c'est-à-dire il y a des choses, je prends un petit détail qui, sorti de son contexte purement automobile, me parle, me raconte autre chose, je vais essayer de le faire. Comme ça, on ne m'embêtera pas. C'était à la fois pensé, mais à la fois pour me protéger. Et j'aime bien 10 ans après, 15 ans après, encore le ressortir parce que je dis, mais attendez, moi je ne revendique rien, je fais des petites observations. Et tout le problème de l'automobile, c'est qu'elle a toujours été abordée sous l'angle de l'essai, donc qui se doit d'être complet, qui doit te donner un avis. Mais en fait, on a enfermé, si vous voulez, c'est comme s'il fallait, vous aimez la peinture, absolument décoder une peinture par toute la gouache ou je ne sais pas quoi, la pastel qui a été utilisée. Certains n'y connaissent rien, ils vont être bouleversés par une œuvre, d'autres connaissent toute l'œuvre, voilà. C'est la même histoire. Donc c'est parti de là, et là, au départ, j'ai commencé juste à poster mes papiers, en fait, comme beaucoup de gens faisaient. Je n'avais pas encore l'idée de filmer quoi que ce soit. Ça arrive un peu plus tard, ça arrive 2 ans 2010. après. Ouais. Ouais, à ce moment-là, comme j'étais invité à des événements presse, je suis frappé de voir qu'il se passe plein de choses. L'hôtel dans lequel on est, ce qui nous est servi à dîner, ce que les gens racontent. Et je me suis dit, il faudrait raconter ça. Et à l'époque, j'écrivais pour un média sur le web qui traitait du luxe. Et je leur dis, vous savez, il faudrait filmer tout ça. Et il me dit, bah, fais-le. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, ouais, je suis allé acheter, je me souviens, une caméra Sony qui était presque 800 €, enfin qui était très chère à l'époque, mais qui était les premiers avec les fichiers numériques. Et là, je me suis mis vraiment, je ne connaissais rien, mais j'ai filmé en racontant, en narrant ce que je voyais, mais ça allait de la chambre d'hôtel jusqu'aux les petits cahiers qu'on avait, etc. Bon. Et je leur donne tous les fichiers, et je vais aller rapidement, ils me disent c'est super, et ils ont fait d'ailleurs à l'époque 6 petits sujets comme ça. Mais après, le boss m'a dit, écoute Renaud, c'est super, mais c'est beaucoup trop long, ça prend de la place, on a mis 8 jours à le monter, c'est pas possible, on continuera pas. Et là, je me suis dit, ben moi je vais le faire, parce qu'en fait c'est vachement bien. Et j'ai commencé à filmer avec une règle, j'en ai fait une règle de vie maintenant, je me suis dit, j'y connais rien, mais plutôt que de vouloir tout savoir, je vais faire un petit peu tous les jours. Mais surtout, je vais me cacher aussi, ça s'appelle, je le dis à personne parce qu'on va me dézinguer, je ne sais pas filmer, etc. Mais dans mon coin, donc j'ai commencé vraiment, alors certaines vidéos à l'époque, elles n'étaient pas postées sur YouTube, c'était encore un petit fichier sur Google. Et je me souviens, j'étais allé en Grèce, je m'étais fait prêter une Panda, enfin on avait loué une Panda, on avait été, c'était extraordinaire, perdu, on s'était perdu, on avait pris un bac, tout ça, je l'avais filmé, et on avait roulé dans la caillasse pendant 2 heures sur une chaleur incroyable, et on avait trouvé une plage, mais on était seul au monde avec cette voiture, voilà, j'avais raconté tout ça, on devait être 12 à l'avoir vu, hein. Mais déjà, il y avait tous c'était déjà les mêmes choses, c'est-à-dire que voilà, il y avait du voyage, il y avait 3 détails que je trouvais génial dans cette voiture, et on partait d'un endroit, on était sur le port, je me souviens, j'avais filmé, des prétentions ridicules, mais j'avais filmé les poules qui séchaient, et puis après, 2 heures après, tout ça a été réduit en quelques minutes, mais on était sur cette plage au bout du monde, voilà, j'ai dit, moi, tout est raconté, je ne comprenais pas qu'on ne trouve pas ça génial, quoi, voilà. Vous dites on, il y a une équipe derrière vous. Alors aujourd'hui, il y a Cédric, il y a Julien, il y a Florian. Vous appelez ça un gouvernement. Pourquoi appeler ça un gouvernement derrière le président Renault? Ouais, alors là, l'histoire, elle est drôle. Moi, j'ai toujours fait ça toute seule, petit à petit, en apprenant à monter comme je pouvais, en prenant une GoPro. C'est quelqu'un un jour dans un train, je me souviens, qui dit, vous devriez prendre une caméra large et tout. Et en fait, c'est Cédric qui est un copain, Cédric Fréhour, qui était journaliste auto. On faisait souvent des essais ensemble. D'ailleurs, je commence à le filmer. On commence à se renvoyer la balle souvent. Et un jour, à la naissance de ma fille, donc vous voyez, elle a 9 ans, il me dit, il faut monter une société, il y a de l'avenir là-dedans. Je dis, mais non, ça n'a aucun intérêt et tout. Il me dit, si. Et puis il me dit, écoute, tu t'occuperas de rien, tu seras le président, je serai ton premier ministre. On était dans la chambre, je me souviens, avec les jouets de ma fille et tout. Ça vous marque, ça, vous voyez. Puis en plus, moi, j'aime bien les institutions. Donc c'est parti de cette boutade-là. Et on a dit, bon, bah ok, on a mis du temps, hein, on va créer une société. Et puis après, je ne sais pas comment c'est venu, parce qu'encore une fois, bon, là, on commençait à être sur YouTube et tout, mais un jour, j'ai dû lui dire, bon, alors, t'es le président, t'es le Premier ministre. Puis c'était une sorte de 6e degré qui est resté. Et petit à petit,
Et ça s'est installé comme ça. Alors c'est sûr que pour les gens qui voient ça, qui découvrent pour la première fois, ils disent mais c'est qui ils sont complètement, ils se prennent pour qui ces gens-là? Mais c'est resté. Et donc on a créé une société en 2015, je crois, qui a fêté ses 4 ans. Et Floriane, on la connaissait très bien parce qu'elle était chez Citroën. Ministre de la féminité. Oui, bah, c'est amusant parce que elle a quitté Citroën et moi, un peu sur le ton de la boutade, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais nous rejoindre? Elle m'a dit ouais, avec plaisir. D'ailleurs, on l'a filmé pratiquement cet événement. Et au départ, elle me dit, je ne sais pas comment c'est venu, quelle idée, je lui ai dit, tu vas être ministre de la féminité. Et elle l'a pris avec son sourire charmant. C'est tellement un milieu d'hommes malgré tout. C'est ce que j'allais Voilà. dire. Il y a très peu de Il y a femmes. très peu de femmes et ça reste vrai. Moi, je vois, on a dans la rubrique du mercredi, je sais pas, on a peut-être 200 mails par mois de gens qui veulent présenter leur voiture. On en a diffusé une et on a L'Auto Bianchi A112. Voilà, voilà. Et là, il y a une BMW Z3, vous verrez, qui arrive avec une jeune fille charmante. Mais certaines femmes à qui j'ai parlé ont un peu peur de passer. Il y a un côté, elles ont pour plein de raisons, mais elles ont le sentiment presque de venir déranger. Vous savez, les fauves entre eux. Beaucoup m'ont raconté, mais après, elles n'ont pas envie de venir. C'est difficile. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de 2500 vidéos, il y a des essais de voitures nouvelles, il y a des rencontres avec des professionnels, il y a des voyages dans le monde entier, il y a des visites de salons. Qu'est-ce qu'on trouve dans POA qu'on ne trouve pas ailleurs sur YouTube ou sur une chaîne consacrée à l'automobile? Alors, on a une signature qui dit beaucoup de choses aussi, c'est la vie, les gens et leur histoire de bagnole. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre la dimension dont on apportait, d'abord d'interviewer des gens, quels qu'ils soient, que ce soit sur la voiture ancienne, sur la voiture moderne. C'est eux les stars avant les voitures. Une bonne POA, je dis toujours, c'est une personne, une voiture, un décor, un lieu, c'est-à-dire où on va aller rencontrer quelqu'un. Et là, il y a, parce qu'on reste toujours c'est très important de le dire aussi, moi j'ai toujours filmé, il n'y a pas de prise, c'est vraiment de l'instantané. J'avais commencé avec ma GoPro, même si maintenant il y a Julien qui nous a rejoints, qui filme avec moi, on a 2 plans de caméra. Et on vous voit en train de filmer l'un l'autre. Exactement, voilà, c'est très important. Parce que, alors, on l'a fait pour des raisons techniques, on n'a pas les moyens, on n'est pas une boîte de prod, donc on vole des moments. Alors ça tombe bien, moi je sais improviser, et mon obsession c'est de mettre à l'aise les gens. Alors après, par rapport à votre question, moi j'aime bien cette image de dire c'est une boîte de chocolat, vous avez un peu de tout, vous avez des chocolats aux noisettes, du noir, de la mer, chacun doit choisir. Ma grande ambition c'est que ça devienne vraiment une chaîne. Quand je dis une chaîne, c'est-à-dire avec des programmes. Vous savez, souvent les gens me disent, moi je ne regarde pas tout sur POA, mais heureusement, moi sur France 5, je regarde 2 programmes et puis chacun regarde ce qu'il veut. Je pense, ça c'est presque une confidence de le dire aujourd'hui, c'est un peu comme au début quand je disais petite observation, mais je pense que l'automobile est tellement un sujet de société qu'il y a la place presque pour faire des programmes 24-24 avec une dizaine d'intervenants chaque jour. Mais pour comprendre, on irait de l'urbaniste à Rio, comment on gère les flots de voitures, à effectivement un mec qui fait de la recherche environnementale pour qu'à l'intérieur de vos voitures, ce qu'on vous diffuse, bon. Et au milieu, vous pouvez traiter une Porsche ancienne, moderne, bon. Et c'est pour ça que moi, je me dis, je serai toujours là dans 30 ans parce que c'est ça qu'on va faire. Mais on ne va pas le faire, ça serait, là je vous le dis à vous, jamais je le dirais de façon... parce que ça peut aller très lentement. On met tous les jours une petite pierre. À chaque fois qu'on veut avoir une trop grande accélération, enfin ça c'est l'histoire de ma vie, ça ne marche pas. Donc ça ne peut marcher que par petite observation. Mais c'est exactement le sentiment que j'ai en regardant POA, c'est que pour comprendre ce que vous faites, il faut prendre le temps de comprendre qui vous êtes. C'est-à-dire Cédric, vous, Floriane, les intervenants, comprendre, j'allais dire, leurs excès d'enthousiasme. Cédric, qui est un enthousiaste respectueux, très respectueux. Vous qui êtes un enthousiaste moins respectueux, plus cash. Et quand on a compris, quand on est rentré dans cette psychologie, on se fait son petit chemin à soi. C'est-à-dire, on a compris comment les autres réagissaient émotionnellement. Et je trouve que ça permet vraiment de sentir, sans y être, ce qu'on pourrait ressentir derrière le volant. Vous dites une chose qui est très importante parce que vous l'avez dit, il faut d'abord nous comprendre. Et moi, j'ai constaté qu'il faut à peu près 3 semaines pour comprendre POA. On pourrait même l'analyser, c'est-à-dire qu'on va déconstruire le discours automobile, la façon dont on vous parle d'automobile partout. On est tellement habitué, encodé à ça. On le fait aussi, hein, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, et moi je l'ai vu parce que j'ai travaillé avec plein de journaux aussi, même des rédacteurs en chef, vous êtes toujours, il faut nous trouver une idée. Et puis à la fin, ils disent, non, t'essayes la voiture, quoi. Même bon.
Et en fait, on est tellement habitué à nous parler de design, de moteur, d'intérieur, et puis on donne une conclusion. Encore une fois, ce qu'on fait aussi, mais avec tellement de variantes, que quand les gens nous découvrent par hasard, ils sont perdus au début. Parce qu'effectivement, si on part sur une histoire qui n'a rien à voir, en fait, on n'est pas formaté. Il n'y a pas un concept que je peux vous dire en 2 minutes. Et comme on est à l'époque du format et du concept, il faudrait que vous disiez, bah oui, il présente avec un chapeau sur la tête, ou bon, voilà. Mais moi qui viens un peu de ce métier de la communication, en fait, le concept et le format, c'est très bien pour aller très vite, mais sur le long terme, ça vous tue parce que ça vous empêche de pouvoir créer autre chose. Il faut qu'on l'assume et qu'on comprenne. Et effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens reçoivent des témoignages, ils disent, j'ai rien compris au début, voire je vous détestais, etc. Alors qu'à l'inverse, une fois qu'on passe, mais tout le monde ne le passe pas, hein, ce petit marécage, ben là, je vois bien que les gens ont une sorte de complicité, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas, ils ne connaissent pas, mais ce que vous dites est vrai, c'est, ah ben, on aime bien, on se dit, tiens, comment il va réagir, etc. Et parce que c'est profondément humain. Il y a un côté comme ça, c'est le deuxième niveau de lecture, ouais, on est avec nous, et exactement ce que vous racontiez, quoi. Qui fait les montages? Votre serviteur, ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que c'est drôle parce qu'avec l'arrivée de Julien, les gens pensent que c'est lui qui continue à faire le montage. Alors, il faut rester, il ne faut pas être vaniteux, mais c'est vrai que de temps en temps, je vais dire non, non, je continue à les faire. Julien est formidable, hein, c'est un type extraordinaire, donc il a 27 ans, et on réfléchit énormément sur le fond des choses et à la fois sur la forme. Mais le cut, c'est-à-dire, en gros, tous les reportages qu'on fait, on se rend compte, on filme toujours 20 à 40 minutes, que je vais réduire ensuite dans des épisodes qui vont faire 10 minutes, 15 minutes, 18 minutes. Et en fait, c'est la deuxième partie de l'histoire, c'est-à-dire comment à la fois rythmer, garder la bienveillance, la gentillesse, de ne pas mettre les gens en porte-à-faux. Bah là, vous voyez, vous êtes arrivé à 6 heures, depuis 3 heures de l'après-midi, je travaille sur et ça se joue à tellement peu de choses. Pareil, depuis des années, on me dit oui, oui, il faudrait qu'on ait des monteurs et tout. Mais je ne peux pas confier ça à quelqu'un d'autre parce que ça se joue à... Alors là, j'ai gagné beaucoup de temps parce que Julien fait tout l'habillage derrière. Il reprend, il travaille le son, il travaille la colorimétrie, il synchronise. Souvent, parfois, il me dit là, je t'ai trouvé un peu long, il coupe, il a tout à fait le travail de monteur. Mais et c'est drôle, vous voyez, je négocie pas souvent beaucoup de choses, mais dans les statuts de notre société, j'ai dit j'aurai toujours le final cut parce que c'est vraiment, surtout à l'heure des réseaux sociaux en plus, un mauvais montage, bon, au-delà de vous rater, vous pouvez faire du mal aux gens aussi. C'est pas idiot, hein, mais nous, on interviewe quand même beaucoup de gens. Et ça se joue. Alors là, je peux vous dire, j'ai beau avoir 52 ans, c'est à l'instinct. C'est-à-dire que je revois, je me dis, ah, voilà, de temps en temps, je sens quelque chose, je me dis, non, ça va, ça peut faire du mal, ça peut être mal interprété, ça peut, bon, voilà. Là, c'est encore une autre grille de lecture, mais le côté où tout le monde dit, ah, ça, c'est si sympa chez vous et tout, ça passe par le montage, parce que dans la vraie vie, comme on dit, il y a des grandes longueurs, il y a des grands blancs, il y a des bêtises qui sont, bon, voilà. Et ce montage-là, donc je continue à le faire. Maintenant, il y a une deuxième lecture qui est faite par Julien. Moi, je lui dis toujours, quand il est arrivé, je lui dis, tu sais, POA, c'est du Technicolor. Moi, je veux on est un peu plus... vous voyez, les producteurs de James Bond disaient larger than life. Moi, je dis, il faut qu'on soit... On est là quand même pour être... Je veux que ça brille, je veux qu'il y ait de la couleur, même si on fait parfois des vidéos en novembre, toutes grises, avec une musique triste. Mais au fond, je dis, voilà, il faut que ça... voilà, il faut que ça brille malgré tout. Et justement, la question qui me vient, c'est est-ce que vous travaillez en dehors? Parce que on peut voir le temps passer pour faire tous ces montages. Est-ce que vous avez le temps de travailler en dehors de POA? Non, pratiquement pas. Alors à la marge un peu, mais là, il faut féliciter Cédric, qui a un peu la casquette de directeur commercial et qui arrive à vendre pas mal d'opérations de com. Alors soit en com interne pour des boîtes pour lesquelles on travaille, soit des retours d'ascenseurs par différentes marques. Alors on est loin de ce qu'on voudrait faire parce qu'on nous propose 36 000 choses, mais globalement, on arrive là depuis 2 ans à faire vivre 3 personnes. Donc c'est pas parce que justement, finalement, POA sert de vitrine. On l'a fait courte, on va animer une convention, on va travailler pour la BNP qui fait du crédit automobile, on anime des émissions, etc. Et en fait, POA est la vitrine parce que on a un très fort capital sympathie et on n'a pas à se vendre. Les gens disent ah, j'adore ce que vous faites, etc. Bon, alors voilà, on fait une convention sur les meilleurs vendeurs, vous venez, bon voilà. Et ça, c'est très agréable parce qu'on arrive un peu Moi, je vais vous dire, à chaque fois qu'on doit se vendre, c'est une catastrophe. À chaque fois qu'on doit expliquer ce qu'on aime, les gens disent ah, quoi, comment. Et moi, ça me fait du bien aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent à nous
parce qu'ils nous connaissent. C'est même très perturbant hein, parfois, parce que maintenant, des gens rentrent dans le bureau sans se présenter en disant tu vas bien Renaud, et on tape presque dans le dos. Alors je me plains pas parce qu'on s'expose 3 fois par semaine, c'est normal, c'est un métier public. Mais c'est génial, parce qu'au fond, notre trésor, c'est pas se leurrer. Enfin, C'est la communauté c'est la POA. communauté, ouais, ouais. Là, on était à La Réunion, on a fait un petit tweet en disant on sera ce soir à 18h. Il y avait 100 personnes à La Réunion, avec 100 bagnoles. Oui, on est resté jusqu'à 10h du soir sur le parking, tout le monde nous présentait leur bagnole. Et je me faisais la réflexion, je me disais, mais en fait, voilà, les médias crèvent, parce que finalement, ils parlent de choses, bon, il n'y a plus de publicité dedans, on le sait, mais quand finalement vous retournez au cœur de votre métier, et c'est les gens qui la font, hein, la voiture, bah, je disais, en fait, je suis persuadé que c'est ça. Moi, j'ai des gens qui me disent, merci, vous m'avez permis de réaimer la voiture, merci, vous me permettez de parler de voiture en public, merci, vous me... Voilà. C'est impressionnant. Et il y a plein de gamins, quoi. Il y a tous les âges. Moi, je dis aussi, POA, si on veut rester, c'est Tintin. Notre sujet, c'est l'automobile. D'un côté, il y a les gens. Au centre, il y a de l'info. Il faut aussi qu'on diffuse de l'info. Et en même temps, on est quand même à l'époque des séries où vous êtes tellement habitué à une certaine narration, où on vous épate, on vous emmène. Il faut aussi qu'on raconte comme on raconte aujourd'hui. Et on racontera sans doute pas pareil dans 3 ou 4 ans. Alors, je dis ça, je suis là sur mon petit burlingue, mais j'y pense tout le temps. Et justement, je me dis, il y a tellement de gens qui parlent sur des sujets toute la journée qui ne sont pas les leurs. Nous, on a été tentés. Parfois, je dis, non, non, notre sujet, c'est l'automobile. On n'a pas on n'est pas là pour parler d'autre chose. L'automobile et la mobilité. Et la mobilité, voilà. Mais bien évidemment que c'est la mobilité, tout ce qui va avec. Et les choses sont tellement perturbées aujourd'hui par rapport à la mobilité, ben, en fait, le sujet il devient plus riche et plus difficile aussi. Quel est votre rapport avec les constructeurs ? Est-ce que vous vous sentez obligé par rapport aux constructeurs quand ils organisent des essais à l'étranger ? Comment ça se passe ? Alors, il faut savoir que c'est un métier, avant de parler de POA, les services de presse automobile, depuis des dizaines d'années, c'était tout à fait formaté et invitait, qui bon leur semble, mais enfin, on va dire la presse auto, ils ont vu arriver les youtubeurs, ils les invitent, etc. Nous, on était invités, alors ça dépend des marques. Et puis ça dépend des attachés de presse, c'est très variable. Il y en a qui vous êtes copains, vous les trouvez sympa, ils vous invitent, ils vous trouvent génial, jusqu'au jour où vous dites un truc qui ne leur plaise pas. Bon. Moi, j'ai très vite compris aussi qu'il fallait garder la bonne distance. C'est-à-dire qu'il faut aller à certains événements, parce qu'il faut que vous existiez, mais par rapport aux constructeurs, il faut un peu être là, parce que vous ne pouvez pas nier votre environnement. Mais c'est garder une bonne distance. Alors après, il y a des marques avec qui on s'entend très bien. Pendant un temps, généralement, ça change. Si vous regardez la presse auto qui a tant souffert, voire qui est en train de disparaître, le schéma des essais, j'avais fait quelques... Ils utilisent tous, c'est le même langage, c'est le même vocabulaire, c'est le même plan, c'est-à-dire une petite intro, le design. En fait, je disais, mais c'est aussi les constructeurs qui ont créé ça, parce que ils nous ont marionnettisés, vous essayez la voiture dans un certain contexte. Bon, c'est normal, Florence me le disait, elle me disait, mais quand tu lances un nouvel C4 et que tu dois parler à 3000 journalistes dans le monde, tu n'as pas le temps, tu les invites tous où tu peux, il faut un hôtel, il faut un réceptif, c'est comme ça. Et c'est très institutionnalisé. Tout ça est en train de bouger parce qu'il y a moins de journalistes, parce qu'il y a moins de médias, parce que les marques, au même titre qu'elles ne vont plus dans les salons, se disent comment il faut parler. Et Dieu merci, ça c'est notre force. Très vite, je m'étais dit, si on veut du contenu à nous, il faut qu'on crée nos propres sujets. Mais, j'allais dire 20% de nos sujets, c'est des essais presse. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on commence à être plus vu, plus reconnu, etc. Et que certaines marques savent mieux travailler avec nous, c'est-à-dire nous donner un peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, les budgets ont été très réduits. Et beaucoup d'essais presse se passent au Portugal, je pense que ça coûte très peu cher, et ils invitent par cargo d'avion pas cher. Vous arrivez le matin, vous êtes levé à 6h du matin pour aller à Orly, vous arrivez à 10h du matin, vous prenez la voiture sur un parking, vous allez déjeuner de 200 km plus loin, vous roulez 200 bornes et vous reprenez l'avion. Ben, allez vous amuser si là vous essayez d'inventer une histoire. Quand vous devez parler des dimensions du machin, mais moyennant quoi, vous avez 50 vidéos qui sont les mêmes, et moi ces trucs-là je ne veux plus y aller parce que c'est terrible. Alors, plein de fois, je vais essayer d'inventer un truc, mais je préfère 100 fois, moi, récupérer la voiture en parc presse, nous la faire prêter par je ne sais qui, et essayer de raconter une histoire. Ça ne veut pas dire qu'on va être meilleur à chaque fois, parce que Dieu sait si on se trompe et c'est compliqué. Une voiture, ça prend de la place, il y a beaucoup de choses à gérer. Et sans compter que maintenant, vous avez plein de gamins qui se font prêter la voiture par un concessionnaire, qui font une vidéo. Donc, en fait, la même voiture va être traitée par 200 youtubeurs. Donc, comment vous existez ? Il y a plein de gens qui disent, enfin, plein. Qui me disent « Ah, c'était mieux POA au début. » Moi, je savais, je tournais autour de mes voitures, chez moi, à la campagne et tout. Vous ne pouvez plus le faire, ça, aujourd'hui. Enfin, vous ne pouvez plus le faire. 200 gamins le font. Donc, comment on va essayer Voilà, c'est là où, justement, avec Julien, on pousse toujours un petit peu le curseur. Comment amener un peu plus de qualité dans le son, dans l'image, dans le traitement de ce qu'on fait. Alors, effectivement,
coup de bol, quand on part au Japon, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. On arrive à se faire financer. Ou au Canada, au Québec. Ouais, on a fait le Canada, on a fait les États-Unis, là on revient de la Réunion. Alors ça c'est drôle parce que c'est un format que les gens commencent à comprendre, c'est-à-dire que les constructeurs sont prêts à nous aider, ils nous payent les billets d'avion, des choses comme ça. Et moi je dis, il faudrait presque qu'on aille voir les villes aussi. Là on a fait tout un reportage sur la Réunion qui sortira. La responsable culturelle, elle disait, mais vous faites la promotion de l'île, vous devriez aller demander, il y a des budgets pour ça. Bon. Alors c'est plus ce travail de Cédric. Globalement, moi je suis très à l'aise avec les constructeurs, mais pour être franc, je préférerais faire un partenariat avec un loueur de voitures type Hertz ou Sixt, etc., pour ne pas avoir toute la pesanteur de... La suspicion, en tout cas. ouais, et puis à chaque fois, il faut quand même les remercier, machin, enfin ça prend de... Bon, encore une fois, il y en a qui sont vraiment géniaux, hein, qui dégagent vachement bien là-dedans. C'est un équilibre. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas renier complètement votre univers. Dans l'automobile, donc, il y a des règles, et nous, sûrement, moi je me fais la réflexion, on ne fait pas assez de travail de RP sur nous, donc je commence un peu à le faire, pour expliquer aux gens ce qu'on est par rapport à tout ce qu'on s'est dit là tout à l'heure. Parce que c'est pas facile quand quelqu'un veut rentrer dedans. Notre site n'est pas assez bien fait, enfin il y a tellement de choses. Les gens ne comprennent pas tout de suite, parce qu'encore une fois, ça manque de formatage. Voilà. Quel est le plus fort souvenir de POA jusque-là, jusqu'à aujourd'hui? Il y en a eu pas mal. La première fois que des gens nous ont ouvert leur maison et leur collection, ils nous ont fait à dîner, ils nous ont logés chez eux. Ça, c'était pour la Tesla, les gens qui nous ont invités, le père et le fils. Quand on a vu Yann qui est aveugle et qui raconte les voitures mieux que vous et moi en les touchant. Certains designers que j'ai pu rencontrer. Moi, c'était quand même enfin, j'en ai rêvé pendant très longtemps de ce monde-là. Hein. Ça me paraissait complètement inatteignable. Donc, justement, quand j'ai vu aussi, là, c'est un sujet très léger pourtant, mais quand j'ai pu approcher une Lotus Esprit de près qui a été complètement refaite là, par un sellier, une voiture qui reste pour moi les premières séries uniquement. Hein. Ça me fait quelque chose de très fort. Voilà, ça me marque aussi. Ouais. Est-ce que depuis le début de POA, est-ce que vous avez appris quelque chose d'essentiel sur vous-même? Oh, il est plein. Ouais. Des petites choses, mais tous les jours. J'ai pas utilisé le mot encore, mais à titre personnel, la discipline. La discipline, il faut tenir. Combien de fois je regarde ce que j'ai fait après, je dis, c'est pas bon, ça pourrait être mieux, c'est des petites choses. Je veux pas me dévaloriser ou faire le faux modeste. Mais en revanche, à chaque fois, c'est un peu comme une cordée. Je me dis non, demain on va recommencer. J'adore les pianistes. Mais même Lagerfeld disait, il faut faire ses gammes tous les jours. Eh bien, je fais mes gammes tous les jours. Et puis le soir, vous jouez un peu en concert, ça passe ou ça passe pas. Mais ça, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que je vous dis c'est drôle, parce que chaque fois que je rencontre des hommes d'affaires, des investisseurs, j'essaye de parler de ça. Ça ne marche jamais parce qu'on n'est pas sur les mêmes couloirs aériens. Ils vous parlent de performance, ils vous parlent d'argent, ils vous parlent ça me flatte beaucoup. Plein de fois, on a failli signer des choses, se faire acheter ou signer ça marche pas parce qu'ils comprennent rien à l'essence. C'est-à-dire, tout le monde nous dit c'est génial, mais c'est très fragile, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Peut-être qu'un jour on trouvera des personnes avec qui on peut s'associer, mais voilà. Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez une question à me poser? Pourquoi vous aimez la bagnole, vous qui parlez aux peintres, aux artistes? Ça vient d'où? C'est amusant parce que je me souvenais de ce que ma mère m'avait dit, selon quoi à 3 ans, je tirais ses jupes pour aller voir des voitures dans les garages. Mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que la voiture, c'est comme un domicile, c'est comme un intérieur. C'est là qu'on se love. C'est un intérieur qui vous protège et qui est transparent un peu pour vous transporter dans des paysages. Et moi, ça me bouleverse. Moi, je suis ému de voir des voitures. C'est une émotion. Moi, il y a un côté, quand je peux enfin partir le vendredi soir dans ma voiture, rouler de nuit, il y a une introspection. Et je me souviens, pour finir, c'est Sean Penn, alors ça fait tout de suite plus chic, qui est quand même donc acteur, réalisateur, c'est les États-Unis, on dit, ah oui, si c'est lui qui le dit, il dit, mais moi, pour un scénario, etc., je prends ma voiture, je vais rouler, je ne sais pas où je vais rouler des heures dans le désert à Los Angeles, et il dit, c'est comme ça que je travaille. Mon Dieu, mais je comprends tellement. Et moi, c'est presque ça me fait du bien après une semaine, ou parfois là, l'hiver, j'y vais moins, je pars pas pendant un mois. Quand enfin je peux remonter dans une voiture, on peut écouter un concerto ou rien du tout, ou rouler. Mais il y a une introspection. Voilà. C'est pour ça que
toute cette arrivée de la connectivité, même si je la trouve géniale d'un autre côté, elle me fait peur parce que je me dis, voilà, si on commence à devoir parler. On n'est plus seul. Et puis, il y a cette idée de... Pour moi, il y a une forme de flottaison. Ouais. C'est ça que j'aime dans la voiture. Le son du moteur et la flottaison des pensées. Oui, et puis je fais une comparaison quand je vais rouler avec ma vieille Lancia de 77. Ce que j'aime bien, rien n'est assisté. Quand je reviens, c'est comme si j'avais fait 1 heure de cheval. On trouverait ça très chic. Mais vous savez, quand on tient les... J'en ai fait un peu d'équitation. Avec un tout petit... Vous tenez les rênes, très légère inflexion. Le cheval va savoir où il doit aller, s'arrêter, etc. Ça se joue au pouce. Enfin bon, il faut avoir de l'expérience que je n'ai pas, mais je sais que c'est comme ça. Ce qui est formidable aussi, c'est que quand on conduit comme ça, on joue très peu du volant. On ne conscientise pas. C'est l'instinct. On tourne un tout petit peu, on place les roues, etc. Alors là, on est vraiment dans le plaisir pur de la conduite. C'est extrêmement instinctif et animal. On n'est plus du tout dans le... Il y a aussi le voyage, mais ce plaisir-là, qui est assez gommé d'ailleurs avec certaines... Les voitures sont tellement aseptisées pour plein d'autres raisons. J'adore les voitures modernes, il faut pas... Mais il y a ça... Voilà, on est... moi, je me dis toujours, oh mon Dieu, si un jour j'étais handicapé, que je ne pouvais plus conduire, ce serait terrible parce que je trouve que conduire, voilà, c'est le prolongement du corps, quoi. Vous avez je pense que vous devez le ressentir aussi. Et c'est animal presque. On place l'objet comme ça. Voilà, c'est très agréable. Je vais vous confier le micro et, s'il vous plaît, ajoutez ce que vous souhaitez à l'entretien. J'ai envie d'ajouter d'abord merci, parce que c'est très agréable de se faire interviewer. Et puis, la bagnole n'est pas morte. C'est un peu un gimmick. Le fait même de le dire, ça veut dire qu'on a conscience qu'elle le sera peut-être. Mais je pense qu'elle a encore de la ressource. Donc j'espère qu'on sera toujours là pour en parler et que je serai toujours là pour en parler. Merci et roulez encore un peu si vous entendez ce message. Voilà. C'est bon, Philippe? Merci Renaud d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportraits.com. C'était Philippe Ingard, à bientôt.